Bienvenue dans Médiatique, l'émission d'information proposée par Orne-Lyme. L'émission du mois est consacrée à Chronie-Lyme, une association qui a été créée il y a environ 1 an par Bertrand Pasquet et Christelle Dumas. Bertrand Pasquet, bonjour. Bonjour. Bonjour Christelle Dumas. Bonjour. Aujourd'hui, donc, on va parler de votre association Chronie-Lyme. Vous êtes, on va dire, les petits derniers dans le monde de Lyme à être arrivés. Est-ce que vous pouvez nous expliquer dans quel contexte vous avez créé cette association et quelles sont ses spécificités par rapport aux autres associations concernant la maladie de Lyme ? Alors, en 2017, en fait, j'ai dû m'arrêter de travailler brutalement à cause du Lyme. Et on a pris conscience à ce moment-là que ma santé, celle de ma fille, en fait, elle tenait qu'à notre médecin, un doc Lyme. Et le jour même où je me suis arrêtée définitivement, c'est le jour en fait où l'Académie de médecine a publié un brûlot qui indiquait que la maladie de Lyme n'existait pas et que les médecins qui se targuaient de la soigner étaient tous des charlatans. Et donc, ce communiqué de presse laissait en fait aucun espoir et ne proposait surtout aucune solution aux malades en errance. Donc, ça a été une sorte d'électrochoc pour nous. Et parallèlement, plusieurs médecins en fait étaient poursuivis devant le Conseil de l'Ordre. Et nous avons été sollicités directement pour défendre ces médecins. Et on est parti en fait du constat que sur les réseaux de lobbying, par exemple comme Twitter, il y avait que les détracteurs de présent. Les patients étaient rares, les associations relativement absentes. Et le terme Lyme n'était même pas référencé. Pour se battre pour une cause, pour faire avancer une cause, il est quand même indispensable de pouvoir en parler. Et cette maladie était particulièrement absente. Et depuis 1 an et demi, plusieurs acteurs importants du Lyme nous ont maintenant rejoints sur Twitter et on s'en félicite. Et donc on a décidé de monter Chronie-Lyme pour faire entendre une voix singulière, dépassionnée, mais ferme, et interpeller aussi bien les politiques, les autorités de santé que les journalistes. Et on a également souhaité donner des informations aux citoyens pour contribuer avec les autres associations à faire émerger une opinion publique qui n'était pas non plus très déterminée sur ce sujet de santé qui pour nous est majeur. Oui, c'est tout à fait ça. Effectivement, quand on faisait l'analyse des réseaux sociaux, on voyait soit des patients qui s'échangeaient des trucs et astuces, et on peut le comprendre, sur leur thérapeutique, soit des négateurs du Lyme chronique qui contribuaient en fait à nier l'existence des formes sévères de la maladie de Lyme. On est effectivement dans une époque où, autour de la maladie de Lyme, on a des combats très agressifs entre des camps et on a l'impression d'être dans une guerre. Vous avez l'espoir qu'un jour on tourne la page de cette guerre du Lyme et qu'on arrive vraiment à quelque chose de constructif et qu'on arrive à réconcilier tout le monde autour d'une vision de la maladie qui soit plus réaliste? On va malheureusement être aidé par l'augmentation géographique et quantitative du nombre de malades en France ou dans le monde. Ça, c'est indéniable. Aujourd'hui, par exemple, à New York, ou dans l'État de New York, la situation est devenue absolument dramatique et il y a une très très forte inquiétude des pouvoirs publics quant à l'évolution de la situation. Tout indique qu'un jour ou l'autre en France, ça sera la même chose. Donc ça va malheureusement nous aider à faire prendre conscience aux hommes politiques et aux autorités de santé de la gravité de la situation. On peut penser aussi que l'émergence d'un nombre croissant d'actions judiciaires va faire bouger les lignes. Aujourd'hui, des plaintes collectives ou des plaintes individuelles sont de plus en plus nombreuses. Les faits reprochés sont de plus en plus graves et forcément, ça va faire bouger les lignes. Donc on s'est dit tout simplement, il faut poser un discours, il faut affirmer nos certitudes, il faut proposer plutôt que de critiquer. Et il faut convaincre, pas à pas, tranquillement, mais fermement. Et on a de ce fait-là imposé un certain style, je pense, sur Twitter. Et on a aujourd'hui plus de 1500 abonnés, ce qui commence à devenir assez significatif. Et surtout avec des liens vers l'étranger, notamment vers les États-Unis, avec pas mal d'échanges d'informations avec ces associations ou ces patients experts américains qui sont à la pointe du combat sur les formes sévères de la maladie de Lyme. Est-ce que vous diriez que c'est une certaine façon de faire du lobbying pour le bénéfice des malades de Lyme ? Oui, alors on utilise souvent le terme plaidoyer, mais le terme lobbying, pris dans le bon sens du terme, convient tout à fait. Il s'agit très clairement et très simplement d'affirmer
l'existence de la maladie, d'en décrire les formes les plus sévères, de réclamer, d'exiger, de façon calme et sereine, mais d'exiger tout simplement que des solutions soient apportées par le ministère et les autorités de santé. Alors comment votre voix a-t-elle été perçue et quel est en fait votre parcours jusqu'à ce moment-là qui pourrait expliquer votre succès? Je pense qu'on a apporté une autre façon de voir les choses. Moi, j'ai effectué ma formation initiale à Sciences Po. Je l'ai complété avec un cursus en finance et j'en ai gardé un engagement militant qu'on cultive à Sciences Po et une vraie appétence pour le fonctionnement de la démocratie des instances politiques. Et Bertrand expliquera également son parcours, mais je pense que c'est ce qui nous a déjà tous les deux... c'était le point commun entre tous les deux de vouloir se lancer sur ce créneau-là, c'est-à-dire d'aller vraiment vers les parlementaires en particulier. Le lobbying, si on peut appeler ça lobbying, ça consiste aussi finalement à proposer des écrits, à proposer une analyse aux politiques. Et je crois que c'est vraiment ça qui nous intéressait et de faire en sorte que surtout ce que les patients souhaitaient soit lisible. Parce que pour l'instant, on avait le sentiment que nos adversaires ou même le gouvernement ne savaient pas forcément exactement ce qu'on voulait. Ce qu'on voulait pas, oui, mais ce qu'on voulait vraiment, ça nous paraissait moins clair. De mon côté, donc je suis ingénieur de formation. J'ai commencé ma carrière au ministère de la Défense, où j'ai eu bien l'occasion de piloter des projets assez importants dans le domaine de la sécurité des systèmes d'information. Donc là, j'y ai appris une certaine gestion des enjeux complexes. J'ai appris aussi l'argumentation écrite et puis la relation avec l'ensemble des acteurs publics. Ce que j'ai pu ensuite développer aussi dans le privé au sein de groupes de télécommunications où j'ai fait à nouveau du pilotage de projets ou du pilotage d'équipes pluridisciplinaires. Alors vous dites que la parole des malades n'est pas toujours très claire, mais est-ce que ça n'est pas aussi dû au fait que dans la galaxie des associations de malades de Lyme, il y a finalement des voix différentes et des demandes différentes, des approches différentes et que finalement c'est un petit peu difficile de résumer la parole des malades de Lyme à un seul discours? Effectivement, en première approche, on peut penser que les associations ont des objectifs différents. Mais quand on y réfléchit bien, je pense que nous avons globalement tous les mêmes objectifs, à savoir une reconnaissance pleine et entière de l'ensemble des formes sévères, de l'ensemble des maladies vectoriellatiques, et en regard de cette reconnaissance, un système de soins adapté et une thérapeutique qui soit tout à fait performante face à ces problèmes de santé. Je pense que nous avons tous ces objectifs-là. Ce qui nous manque collectivement, c'est une stratégie. Aujourd'hui, il n'y a aucune stratégie visible, lisible, compréhensible des acteurs du Lyme qui défendent la cause des formes sévères de MVT. Et je pense que cela dessert fortement la cause. Est-ce que d'une certaine façon, on peut dire qu'on a surtout été sur la défensive depuis des années, c'est-à-dire qu'on a des médecins qui sont attaqués, on a des malades qui sont en grande souffrance, et peut-être que d'une certaine manière, ça a imprégné notre culture en tant qu'association de malades de Lyme, qu'on est en fait des victimes permanentes et qu'on est toujours en train d'essayer de se défendre au lieu de finalement de passer à un autre niveau. C'est-à-dire que est-ce que éventuellement, il n'y a pas cette espèce de sensation que de toute façon personne nous écoutera jamais et qu'on est un petit peu battu d'avance et peut-être que votre vision est peut-être plus positive dans le sens où on peut devenir des forces de proposition et relever la tête et arrêter d'être toujours en position défensive. Effectivement, c'est un point très important ce que vous dites. C'est ce qui nous rassemble, je pense, Bertrand et moi, c'est que dans toute notre carrière et dans tout ce qu'on a pu faire, pour nous, être contre, c'est jamais une posture suffisante. Parce qu'effectivement, on est actuellement victime, on est contre ce qui se passe dans le système de soins et ainsi de suite. Et pour nous, c'était vraiment essentiel de faire des propositions et d'analyser. Et en fait, quand on se retrouve en face, par exemple, de parlementaires, on a été auditionné au Sénat, on a été auditionné également à l'Assemblée, et on a rencontré un certain nombre de députés et de sénateurs. En fait, la seule question qu'ils nous posent, c'est qu'est-ce que je peux faire pour vous? Qu'est-ce que vous attendez de moi? Et à cet instant-là, si on est uniquement effectivement dans la réclamation, dans la position de victime, eh bien, on n'a pas des propositions très claires à faire à ces gens-là qui, eux, quand ils seront dans les instances, que ce soit au Sénat ou à l'Assemblée nationale, pourront faire entendre effectivement une voix, mais faire entendre surtout des propositions, puisque derrière, ce sont des gens qui font quand même des propositions de loi ou qui vont être force de proposition dans des groupes de travail. Donc effectivement, l'idée, c'est vraiment de donner des outils à tous ces gens-là et donc d'apporter des éléments clairs, factuels.
Alors justement, on va parler concrètement de ce que les patients peuvent éventuellement faire pour aider à faire avancer les choses. Tous les patients Lyme qui sont répartis sur le territoire peuvent éventuellement avoir des contacts avec leurs élus locaux. Vous travaillez au niveau des députés, par exemple, et je suppose aussi des sénateurs. Est-ce que votre association peut aider les personnes à contacter leurs députés? Est-ce que, par exemple, vous avez développé des argumentaires ou des suggestions par rapport à des interventions possibles de députés ou de sénateurs et que les gens pourraient relayer chacun auprès de son député ou de son sénateur? Absolument, on a développé quelques kits de communication assez simples. Comme on le disait tout à l'heure, il faut des choses simples, des messages clairs. On a par exemple rédigé un manifeste, le manifeste dans sa version de 2018, qui pose en 10 points l'ensemble des problématiques sur la maladie de Lyme et qui formule des exigences et apporte des débuts de solutions. Un tel document, comme des présentations PowerPoint également, peut tout à fait être communiqué, échangé et discuté avec des parlementaires. Et on appelle effectivement l'ensemble des personnes qui connaîtraient des parlementaires ou qui souhaiteraient s'impliquer dans ce débat avec les parlementaires à utiliser ce genre d'outils qu'on est tout à fait prêt à leur fournir. Vous pouvez nous donner l'adresse de votre site? Oui, chronylyme.fr. D'accord. Alors, on va revenir justement sur l'historique récent des relations entre les malades de Lyme d'un côté, le monde médical de l'autre et enfin le monde politique, puisqu'on a eu il y a même pas un an maintenant, en juin-juillet 2018, des nouvelles recommandations de bonnes pratiques qui ont été publiées sur la maladie de Lyme, qui avaient donné quand même un certain nombre d'espoirs. On va revenir justement sur les espoirs qu'avaient suscité ces nouvelles recommandations de bonnes pratiques et pour en faire un suivi sur ce que ça a pu donner dans la suite. Donc revenons sur ces recommandations de bonnes pratiques. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les points positifs qu'il y avait dedans justement qui ont donné de l'espoir à beaucoup de malades? Alors effectivement, ces RBP 2018 ont apporté des nouveautés. Alors je précise d'emblée que nous considérons que ces nouveautés sont bien évidemment insuffisantes. Nous l'avions dit à l'époque, insuffisantes pour envisager justement une offre de soins et une thérapeutique adaptée pour les malades de Lyme et des MVT. Et pour autant, il y a des avancées. Et nous avons à l'époque indiqué qu'il fallait effectivement approuver ces RBP et les mettre en œuvre. Les principales avancées qu'on avait identifiées à l'époque, c'était d'une part la primauté du diagnostic clinique. Sous-entendu, les tests n'étant pas fiables, c'est bien le diagnostic clinique qui doit primer, c'est affirmé dans les RBP et c'est un point important. La possibilité aussi de réaliser un traitement d'épreuve par antibiotique d'1 mois. Le début ou l'embryon de la reconnaissance, et ça nous paraissait important, d'un Lyme possiblement chronique avec le fameux SPPT, le syndrome polymorphe. Le syndrome polymorphe persistant après possible piqûre de tique. Exactement. Et puis le dernier point, c'est la mise en place de centres spécialisés pour le traitement des maladies vectorielles à tiques sous leurs formes les plus sévères. Donc ces recommandations de bonne pratique, c'est vrai qu'elles avaient quelques avancées qui ont fait que la plupart des associations de patients ont trouvé que c'était quelque chose de positif. On a quand même bien remarqué à l'époque toutes sortes de choses qui apparaissent en creux en fait, de manque. C'est-à-dire qu'il y avait des éléments intéressants, mais il y avait aussi beaucoup de choses qui étaient pas très claires et on se disait bon bah ça va se clarifier un petit peu après, en particulier la prise en charge après le fameux mois de traitement d'épreuve d'1 mois d'antibiotiques pour les cas complexes que les médecins pourraient donc faire rentrer dans la case SPPT, syndrome polymorphe après possible piqûre de tique. Et on se disait bon bah tout ça va se clarifier un petit peu après. Et donc en novembre 2018, un document a été publié, donc on n'a pas forcément entendu parler tout de suite, qui n'a pas fait vraiment les grands titres, et que vous avez vous analysé en détail et sur lequel vous avez publié un communiqué de presse extrêmement détaillé, à la fois d'analyse des différentes failles de ce système et puis de propositions aussi. Donc c'est là en fait que vous avez attiré mon attention parce qu'effectivement tous ces doutes qu'on pouvait avoir, et ben là ça se trouvait un peu confirmé. Donc je vais vous laisser analyser donc ce document et expliquer où sont les problèmes dans cette instruction ministérielle. D'accord, effectivement au moment de la publication des RBP, nous avions dit tout se jouera dans la mise en œuvre. Certains principes posés sur la table étaient intéressants, mais tout devait se jouer dans la mise en œuvre. Et la première étape de cette mise en œuvre,
c'est effectivement la publication récemment par le ministère d'une instruction visant à définir le nouveau système de soins permettant de traiter les maladies vectorielles à tiques. Donc c'est un document assez épais, effectivement, qui a eu une diffusion assez restreinte, qui n'a pas encore fait l'objet aujourd'hui d'analyse de la part de l'ensemble des associations. Alors si on essaye de résumer de façon synthétique ce système gradué de soins, je dirais qu'il est organisé en 3 niveaux. Un premier niveau avec les médecins traitants, médecins généralistes. Un second niveau avec des centres de compétences. Ces centres de compétences sont des centres hospitaliers qui ne seront pas financés par l'État et qui seront désignés par les agences régionales de santé. Et puis, au sommet de la pyramide, un 3e niveau, un niveau interrégional avec des centres de référence, centres hospitaliers également, qui eux seront financés, ils seront au nombre de 5 a priori, et qui seront désignés par un jury qui est en cours de constitution. Alors, dans les recommandations de bonne pratique qui avaient été publiées donc en juin 2018 par la Haute Autorité de Santé, on parlait bien de centres de référence, mais on parlait pas de ces fameux centres de compétences là qui s'interposent entre les deux. On n'en avait pas mention du tout. Absolument. Donc, on a effectivement identifié des différences notables entre ce que laissait à penser la RBP 2018 et la réalité telle que décrite dans cette instruction. Le premier point, c'est l'absence totale de référence faite par rapport aux médecins Lyme, aux Lyme docteurs comme certains les appellent parfois, c'est-à-dire par rapport à ces médecins qui aujourd'hui, en ville, traitent la quasi-totalité des formes sévères de maladies vectorielles à tiques. Oui, c'est d'autant plus grave que ces médecins sont encore en but à des persécutions et que certaines instances médicales comme l'Académie de médecine ou la SPILF n'ont pas de mots assez durs pour fustiger ces médecins auxquels on doit quand même notre vie, il faut le dire, il faut le rappeler. Tous les malades chroniques de Lyme qui s'en sortent, c'est grâce à ces médecins qui ont pu les prendre en charge et qui les ont sortis du trou. Donc effectivement, ne pas mentionner ces médecins et surtout ne pas s'appuyer sur leur expertise, c'est complètement aberrant. À ce titre-là, on rappelle que Chrony-Lyme s'est monté aussi pour ça, c'est-à-dire qu'on s'est vraiment monté pour défendre ces médecins. Et on a très vite compris qu'en fait, s'ils n'étaient plus là, déjà on risquait notre vie, nous et puis tous les autres patients, et qu'il n'y avait aucune autre proposition faite par le système de santé. C'est d'ailleurs le deuxième point qui nous a interpellés dans cette instruction, c'est l'absence totale d'offres thérapeutiques initiales. Alors on a bien compris la stratégie qui vise au fur et à mesure des années par la recherche à définir la stratégie thérapeutique optimale. Pour autant, si l'on veut être pragmatique et soigner d'ores et déjà les patients malades, il faut une offre thérapeutique initiale. Cette offre thérapeutique n'est pas définie. Là, ça veut dire que les différents centres de compétences qui vont être désignés par les agences régionales de santé un petit peu partout dans le pays ne travailleront pas sur la même base, en fait, n'auront pas au départ un protocole commun qui s'appliquerait à tel ou tel cas de maladie chronique type Lyme ou maladie infectieuse à tiques. Alors, les recommandations de bonne pratique à ce titre-là sont extrêmement évasives sur les thérapeutiques à employer, puisque on a quelques exemples d'antibiothérapie. Ça dépasse pas 28 jours. Ça ne traite évidemment pas les formes sévères de Lyme ou des maladies vectorielles à tiques. Et ce qu'on a noté aussi d'important, c'est que dans cette instruction, en fait, on va d'étape en étape par échec de traitement. C'est-à-dire que, en théorie, dans cette instruction, on commence par le médecin traitant. S'il y a échec du traitement, on passe au centre de compétences, qui n'a entre parenthèses aucun financement pour le faire. Et en cas d'échec de traitement, on passe au niveau 3, qui est le centre régional. Mais échec de quel traitement? Ça n'est absolument pas évoqué. Et on sait parfaitement, vous comme nous, que dans les cas extrêmes de Lyme et autres, on n'est certainement pas soigné en 28 jours. Et à ce titre-là, il n'y a absolument rien mentionné dans l'instruction et ni derrière dans l'appel d'offres qui est fait avec tous les centres qui vont candidater. Une chose aussi qui paraît un peu inquiétante, c'est justement le choix de ces centres de compétences, puisque ce qu'on voit se dessiner en fait dans ce schéma, c'est que ces centres de compétences sont tout simplement les services d'infectiologie des hôpitaux qu'on connaît déjà et dont très peu en fait prennent en charge le Lyme chronique ou même reconnaissent l'existence du Lyme chronique, ce qui est quand même assez inquiétant. Tout à fait. En fait, on a vu apparaître ces centres de compétences, je dirais, en coupure entre le médecin généraliste et les centres de référence qu'on abordera juste après. Ce sont effectivement des structures non financées. Il est dit dans l'instruction
que le patron de ce centre de compétences devra avoir des compétences en infectiologie. S'agissant de structures qui ne sont pas financées, il s'agira forcément de services existants. Bon, en conséquence, très concrètement, et vous avez raison, ce seront des services d'infectiologie, peut-être légèrement relookés, mais globalement, ce seront des services d'infectiologie. Et on connaît la position aujourd'hui de la SPILF, donc la Société savante d'infectiologie. Aujourd'hui, la SPILF dénie totalement l'existence de la moindre forme sévère de maladie vectorielle attique. Oui, il faut préciser là que quand il y a eu la publication donc des nouvelles recommandations de bonnes pratiques de la Haute Autorité de Santé, la SPIF, la Société de Pathologie Infectieuse de langue française, a refusé finalement d'entériner ce texte qui pourtant avait fait l'objet d'une concertation pendant quasiment 1 an. Tout à fait. Cette volte-face reste pour nous assez étonnante et mystérieuse, en tout cas condamnable. Et tout le paradoxe de la situation qui s'annonce, c'est qu'on va confier à des gens qui dénient aujourd'hui l'existence des formes sévères le soin de traiter ces formes sévères. Oui, je pense que là, c'est très clair. Je pense que tout le monde aura compris qu'il y a un gros problème dans cette mise en œuvre. Vous m'aviez parlé aussi de quelque chose d'autre qui a disparu entre les recommandations de bonne pratique et puis cette mise en œuvre maintenant. C'est tout simplement les associations de patients. Exactement. Il est prévu effectivement dans la recommandation de bonne pratique que les associations de patients soient associées d'une façon qui restait dans les détails à définir, mais qu'elles soient associées à la mise en place de cette organisation. C'était une mesure intelligente, intéressante, au sens où la situation aujourd'hui est tellement complexe qu'on ne s'en sortira que par une sorte d'intelligence collective. Et il fallait mettre autour de la table l'ensemble des acteurs dans la mise en œuvre. Là, quand on analyse très finement cette instruction, eh bien, on découvre qu'il n'y a absolument aucun rôle d'aucune sorte confié à aucune association. En fait, quand on regarde le parcours qui est proposé par cette instruction ministérielle, très franchement, on voit pas trop la différence avec maintenant. C'est-à-dire qu'en fait, on nous dit vous avez un médecin traitant qui va essayer de faire son mieux. S'il y arrive pas, il va consulter un centre de compétences qui va se retrouver finalement être un service d'infectiologie dans un hôpital lambda. Et enfin, il y aura peut-être ce qui est nouveau, le dernier niveau, le niveau des centres, le centre de référence au niveau régional. Il doit y en avoir 5, je crois, en France. Mais ces centres de référence, à la limite, ça pourra se retrouver être aussi un centre qui pratique le déni depuis un certain nombre d'années. On va peut-être avoir de nouveau en France, peut-être avec un peu de chance, un centre de référence où on reconnaît réellement la maladie de Lyme sous sa forme chronique, et puis d'autres centres où finalement les gens iront pour se faire dire qu'ils n'ont pas la maladie de Lyme. C'est effectivement ce que l'on anticipe. La situation pourrait même être pire, puisqu'on l'a dit tout à l'heure. Les médecins qui aujourd'hui mouillent la chemise, traitent les formes sévères de maladie de Lyme et de maladie vectorielle attique, n'ont pas demain dans cette instruction un rôle précis. Donc la situation pourrait même être pire. Quant au centre de référence, effectivement, un appel d'offres est en cours, on en verra le résultat. Mais de toute façon, il y a un point sur lequel il nous faut aussi insister, c'est qu'il n'y a aucun dispositif sérieux de contrôle du fonctionnement des centres de compétences et des centres de référence. Ces centres ont une activité pédagogique, de formation, d'information. Eh bien, il n'y a aucun contrôle de ces activités par une autorité adaptée. On a simplement un système d'auto-évaluation à 2 ans et d'évaluation externe à 4 ou 5 ans. C'est pas le temps des patients. Les patients, c'est aujourd'hui qu'il faut les guérir. On va pas sacrifier une génération de patients sur l'autel de la mise en place d'une telle organisation de soins. Est-ce que vous parliez d'inquiétude par rapport justement aux médecins qui soignent le Lyme chronique, aux Lyme doctors. Vous avez vraiment l'impression que leur situation risque de s'aggraver avec ce dispositif? Ils sont pas du tout cités dans l'instruction. C'est même pas qu'ils n'ont pas de place, c'est qu'ils n'existent pas. C'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui, on nie complètement toute l'expérience qu'ils ont pu accumuler, les milliers de cas qu'ils ont soignés. Il faut préciser quand même aussi qu'ils n'ont été ennuyés que par les conseils de l'ordre. Il y a à notre connaissance aucune plainte de patients qui se soit élevée contre ces Lyme doctors. Donc c'est quand même tout à fait particulier de penser que les conseils de l'ordre à cet égard-là puissent s'insurger d'une façon de soigner les patients, alors que les patients eux-mêmes n'y voient rien à redire. Donc c'est quand même très étonnant. Et ensuite, le système qui est proposé dans cette instruction,
C'est un système qui, à notre avis, est complètement obsolète. C'est-à-dire que on est face à une maladie globale, on est face à un ensemble de symptômes, on est face à des patients en grande souffrance, et on se retrouve à cataloguer cette maladie en infectiologie, donc par un petit trou de la lorgnette, et on se retrouve avec une médecine par spécialité qui continue d'observer le patient comme s'il était un véhicule, pièce détachée par pièce détachée. Et on nie également totalement la notion de patient expert, qui exaspère quelques tenants effectivement des positions anciennes de l'Académie de médecine ou autres. Mais cette notion de patient expert, elle est tout à fait importante aux États-Unis ou dans les pays anglo-saxons. Et aujourd'hui, on ne pourra pas s'en exonérer parce qu'effectivement, le patient non soigné s'est mis à étudier très attentivement et très précisément ses symptômes et sa pathologie pour y trouver des réponses. Et c'est pour ça qu'on ne croit qu'à l'intelligence collective. Et le système qui est proposé ne nous paraît pas du tout, y compris dans son séquencement en trois niveaux, dans l'intelligence collective. Est-ce qu'il va y avoir des remontées, des redescentes d'informations? C'est pas du tout sûr. Une des carences aussi de ces dispositions, c'est le manque de reconnaissance finalement, l'absence d'un statut particulier pour les malades chroniques. Alors oui, dans mon cas, j'ai été mise en invalidité de manière unilatérale par la sécurité sociale. Ce n'est pas le cas d'un certain nombre de patients qui le nécessiteraient absolument. La question va se poser très rapidement pour l'État français du coût caché et du coût direct de tous ces patients et d'une stratégie claire sur la question, car je pense qu'on est traité de façon tout à fait différente d'une CEPAM à l'autre, d'un département à l'autre. Et c'est absolument pas logique et je pense qu'en France, on ne sait pas du tout où on va sur ce sujet. Il y a également deux autres points qui sont importants pour nous. C'est la transmission materno-fétale qui a été reconnue dans une réponse à une question à l'Assemblée nationale par le gouvernement, pour laquelle aujourd'hui il n'y a aucune consigne, il n'y a aucune proposition, que ce soit dans le système de soins, que ce soit dans le désir de grossesse des femmes. Comment ça se passe? On n'en sait rien du tout. Et également, ce que l'on pense aussi très profondément, c'est que la solution ne sera pas le tout allopathique, c'est-à-dire uniquement par des voies médicamenteuses. Les traitements des Lyme Doctors vont aussi sur des solutions plus naturelles, plus alternatives. Et on sait très bien aujourd'hui qu'à l'hôpital, ça reste un combat difficile entre les tenants des deux versions, c'est-à-dire la version classique et la version plus alternative. Donc c'est aussi un combat dont font les frais les patients. Il y a un point qui nous paraît particulièrement important, c'est la recherche. Il est prévu effectivement que les 5 centres de référence aient des actions de recherche et qu'ils puissent très concrètement suivre dans le temps l'évolution de l'état de santé des patients qui seront concernés par des traitements qui restent à définir, on l'a vu tout à l'heure. Donc oui, il y aura une action. Pour autant, ce n'est pas de la recherche fondamentale, ce n'est pas de la recherche appliquée, ce sont plutôt des statistiques sur la façon dont les patients réagissent aux différents traitements. Aujourd'hui, en France, il n'y a pas de financement public pour la recherche. Dans ces conditions-là, nous ne voyons pas comment on pourrait avancer vers une thérapeutique adaptée aux formes sévères de maladie de Lyme. C'est pour nous un combat principal pour l'année 2019 que d'obtenir de tels financements. Bertrand Pasquet et Christelle Dumas de Chronilime, merci beaucoup pour cet entretien et au revoir. Merci à vous, au revoir. Au revoir Sophie, merci beaucoup.